Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars à l'âge de 56 ans en Allemagne, où il avait été transféré en urgence après avoir été hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris. Le 17 mars, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au stade Ebimpe à Abidjan pour saluer sa mémoire. De nombreux hommages officiels et populaires suivront. La cérémonie des obsèques du 40e jour du rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko a eu lieu ce dimanche 18 avril 2021 à Séguéla, sur ces terres. Ahmed Bakayoko était un acteur clé de la scène politique ivoirienne, connu aussi pour sa proximité avec le monde culturel. Plus d'un mois après sa disparition, nous avons demandé à différentes personnalités dans les médias, la politique ou la diplomatie de revenir sur leurs relations avec le Premier ministre ivoirien. Je vous propose donc de rejoindre immédiatement Marouane Benyamed, directeur de publication de Jeune Afrique. Marouane, bonjour. Que faut-il retenir du parcours d'Ahmed Bakayoko? Le parcours politique de Ahmed Bakayoko est assez significatif de sa personnalité. C'est quelqu'un qui, comme tout le monde sait, est parti de pas grand-chose. Il vient d'un milieu d'extraction modeste. Et donc, au début des années 2000, personne n'imaginait quelle allait être sa trajectoire politique. Ministre d'Entic dans les différents gouvernements de Laurent Gbagbo, et puis ministre de l'Intérieur en 2011, alors qu'une forte insécurité régnait, que la police était à reconstruire intégralement par manque de moyens, avec des pratiques en vigueur chez les policiers qui par ailleurs gênaient considérablement les citoyens ivoiriens. Donc là aussi, il a réussi évidemment. Puis la défense, après les mutineries de 2017, il était ministre d'État. Il a su reprendre en main une grande muette qui n'a jamais été facile à gérer. Ses prédécesseurs peuvent en témoigner. Et enfin, un Premier ministre, d'abord par intérim, puis à la suite du décès d'Amadou Gon Coulibaly, avec de très fortes responsabilités. Sur tous les plans, c'est justement la fonction de Premier ministre qui veut ça. Il a dû s'adapter, progresser, s'imprégner de cultures de travail différentes, avec des tonnes de dossiers ingurgités, ce qu'il a fait encore une fois, avec toutes ses capacités et son talent, à chacune de ses prises de fonction, d'Entic à l'intérieur, à la défense, puis à la primature. Tout le monde disait à l'époque, c'est un poste trop élevé pour lui, il n'y arrivera pas. Et à chaque fois, il a relevé le défi et a rempli ses missions avec le talent qu'on lui connaît et cette capacité surtout à découvrir un univers nouveau, des secteurs nouveaux, à s'en imprégner, à comprendre comment cela fonctionnait, à comprendre ce qui ne marchait pas et ce qu'il fallait impérativement corriger à sa manière. Donc c'est un parcours politique extrêmement intéressant, original, rapide, y compris d'ailleurs au sein des instances du RDR d'abord et du RHDP. C'était un homme politique respecté par tous, y compris par ses adversaires, notamment Laurent Gbagbo, qui dit beaucoup de bien de lui. C'est un homme politique qui sait discuter avec les autres, qui sait être ferme quand il faut l'être et qui sait ouvrir, tendre la main, ou en tout cas tendre des passerelles vers ceux qui ont besoin d'un débat, ont besoin d'échanger, fussent-ils des adversaires résolus. Vous étiez un proche du Premier ministre. Quel homme était-il en privé? Alors, dans sa vie privée, Ahmed était quelqu'un de très particulier, de très rare. La première chose qui était très marquante, c'est qu'il arrivait à lire en vous, comme dans un livre ouvert, à cerner votre personnalité, vos qualités, vos défauts, extrêmement rapidement, à voir s'il pouvait avoir confiance en vous ou non. C'est quelqu'un d'humainement bon, c'est assez rare dans la sphère politique, c'est-à-dire fidèle en amitié,
Là, quand vous aviez besoin de lui, qui se souciait de ses amis. Il a une ribambelle d'amis de plus de 20 ans ou 30 ans qu'il a su conserver, dont il s'enquiert en permanence. Il cherche à savoir si tout va bien. Et encore une fois, quand vous aviez un problème ou besoin de parler, tout simplement, il était là. Il y a un autre trait de caractère qui est assez fascinant chez lui. J'ai du mal à parler au passé de Ahmed, mais il faut que j'y parvienne. Il y a un autre trait de caractère fascinant, c'est qu'il n'avait pas les plus hauts diplômes, il le savait, on lui a suffisamment reproché, mais il avait une capacité, une intelligence pragmatique phénoménale, une capacité à apprendre très rapidement. C'était une vraie éponge, il voulait toujours s'améliorer, comprendre, qu'il s'agisse d'économie, de politique, d'ésotérisme, de philosophie. Il lisait beaucoup, notamment justement pour mieux comprendre, pour progresser, pour s'inspirer aussi de personnalités qui ailleurs dans le monde ont marqué leur temps. Et il était toujours, il était aussi, c'était quelqu'un de, et c'est encore une fois assez rare, quelqu'un de très simple, qui peut être extrêmement à l'aise dans un palace parisien entouré des plus grands financiers de la planète ou d'investisseurs, avec des chefs d'État, avec Mohamed VI notamment, qui l'accompagnait souvent ici à Abidjan, mais aussi avec le vendeur d'arachides de rue, les gens les plus simples qui l'écoutaient. Et j'insiste, il les écoutait, il ne faisait pas semblant de les écouter, et donc il pouvait s'adapter à peu près à tous les univers, encore une fois, les grands restaurants comme les maquis, les grandes personnalités de ce monde comme les gens les plus simples, l'Afrique comme l'Asie. C'était une sorte de caméléon qui était à l'aise à peu près partout et avec tout le monde. Et ça dénote encore une fois d'une personnalité de fond qui est à la fois sincère et aussi très simple. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'avait pas ses défauts, il était capable de s'emporter. C'était un homme pressé qui avait assez peu de temps à consacrer à des choses futiles. Et plus les responsabilités avançaient, moins il avait de temps. Et donc, généralement, il vous disait d'aller droit au but. Et si vous aviez quelque chose à dire ou à faire, de le faire dans un temps assez ramassé. Mais au-delà de ça, c'était vraiment quelqu'un de humainement bon et rare. Quelles seront les conséquences politiques de sa disparition pour son parti et le pays ? La suite est d'abord difficile à envisager, encore une fois, pour tous ceux qui l'appréciaient, parce que la vie politique sans lui, le RHDP sans lui et la Côte d'Ivoire sans lui, c'est difficilement imaginable. Il laisse un vide immense, notamment auprès d'Alassane Ouattara, parce qu'il avait entière confiance en lui, parce qu'il remplissait ses missions du mieux possible, et parce que évidemment sa perte laisse un trou béant dans l'organisation, encore une fois, à la fois du RHDP et du gouvernement, mais aussi, je pense, pour toute la Côte d'Ivoire et la vie politique, parce que c'était un des rares qui était capable de discuter avec les uns et avec les autres, au PDCI, au FPI ou ailleurs, qu'il était rassembleur. D'un point de vue générationnel aussi, il parlait autant à ses aînés qu'aux plus jeunes, qui pour la plupart l'appréciaient. Et donc, je ne pense pas qu'il soit remplaçable en l'état. Je ne pense pas qu'une seule personne puisse remplir les missions que Ahmed remplissait jadis. Et donc, c'est une grosse perte. Je pense que c'est encore trop tôt pour imaginer de quoi sera fait demain. Mais ça ira vite. Les élections sont passées. La présidentielle prochaine est encore lointaine, mais là aussi, je ne vois pas pour l'instant de scénario se dessiner. Je sais que déjà le président Ouattara est affligé par cette perte, dont il faut rappeler que c'est la seconde après le décès d'Amadou Gon Coulibaly en juillet dernier. Donc déjà, laissons un peu le temps au temps, laissons les cœurs guérir, et il sera temps de se poser la question de l'après. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est une perte immense pour tout le monde. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst von Kriechmann, est aussi avec nous.
Excellence, bonjour. Dans quel contexte, sur le plan professionnel, avez-vous rencontré le Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko? Quand je suis arrivé ici en 2018, mais j'ai rencontré Ahmed Bakayoko à l'époque dans une visite de courtoisie, comme font les ambassadeurs quand ils arrivent dans un pays. Mais après, je l'ai revu très régulièrement, d'abord dans sa fonction en tant que ministre de Défense, mais après en tant que Premier ministre, soit pour les dialogues politiques, soit pour des réunions qu'on avait souvent à la primature. Que retenez-vous de l'homme sur le plan humain? Alors pour moi, Ahmed Bakayoko, c'était quelqu'un avec une personnalité extraordinaire. C'est quelqu'un qui était capable de parler à un jeune à Yopougon ou à Bobo, et puis quelques minutes plus tard à un ministre ou un chef d'État. Donc il n'a jamais oublié d'où il venait, et il a gardé un esprit extrêmement ouvert, et il était toujours à l'écoute. Et je retiens ça moi-même dans les discussions que j'avais avec lui. C'est quelqu'un qui écoutait. On sentait la volonté de vouloir comprendre l'autre. Et je crois que c'est une grande qualité. Et on a très bien vu dans les discussions juste avant Noël, quand il réunissait les différents partis politiques, mais il a voulu écouter, et les partis sentaient qu'il a voulu écouter. Donc c'est ça qui a aidé à trouver un accord et après avoir des législations législatives qui se sont déroulées en paix et comme il faut. Donc en plus pour moi, Ahmed Bakayoko était attaché à sa famille. C'est quelqu'un qui attachait une valeur à sa famille, à ses enfants, à son épouse. Et donc je voudrais à cette occasion aussi passer un message de sympathie à sa famille, à Yolande. Et je pense que la Côte d'Ivoire a perdu quelqu'un avec un grand humaniste, avec une grande qualité humaine. Quelles étaient les relations entre le Premier ministre et les pays européens? Comment était-il perçu là-bas? Moi, je connais Ahmed Bakayoko quand il était ministre des Défenses. Et là, j'ai déjà apprécié son pragmatisme et son efficacité. Après, il est devenu Premier ministre. Et je me souviens d'une première réunion qu'on avait où on a discuté des petites doléances qu'on avait sur la coopération. Et alors, pendant la réunion, on a pu régler la totalité de ces petits soucis. Parce qu'il était orienté vers les résultats. Il était pragmatique. Il voulait avoir un résultat directement. Et je crois que c'est ça qui a marqué la relation entre l'Union européenne et lui. Parce que, pas seulement moi, mais aussi mes collègues, les ambassadeurs de différents États membres, on le voyait comme un homme pragmatique, comme un homme qui cherche un résultat, qui veut aller de l'avance. Rejoignons maintenant le professeur Abdoulaye Bathily, professeur d'histoire, ancien ministre au Sénégal, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique. Bonjour. Dans quel contexte sur le plan professionnel vous avez pu rencontrer le Premier ministre Ahmed Bakayoko? J'ai été concerné par la disparition brutale d'Ahmed Bakayoko. Comme d'aucuns, j'ai suivi son ascension sur le firmament politique ivoirien, mais ensuite, je l'ai rencontré en marge de plusieurs réunions internationales en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, mais ici aussi au Sénégal, il y a seulement encore quelques mois. Ahmed m'a toujours laissé le souvenir d'un homme plein de vitalité, d'une délicate courtoisie qui affectionnait d'afficher des égards pour ses aînés. Il gratifiait toujours de l'appellation de Koro, grand frère.
Quels sont les souvenirs que vous conservez de cet homme d'État? Son tempérament affable et ouvert lui permettait de communiquer spontanément une sympathie joyeuse, inoubliable. En cette douloureuse circonstance, je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, au président de la République de Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, qu'il repose en paix. Maintenant, direction le Burkina Faso avec le chef de file de l'opposition, Edi Komboigo, président du CDP, le parti de Blaise Compaoré. Bonjour Monsieur Komboigo. Rappelez-nous à quelle occasion vous avez rencontré le Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko. J'ai rencontré pour la première fois le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, appelé par ses intimes Ambak, dans fin des années 80, alors qu'on était encore étudiant. Mais moi, j'ai quitté pour aller mener les études en France, et je suis revenu et j'ai trouvé qu'il était rentré lui aussi. Et en début des années 2010, nous avons eu un contact encore, moi au sein du parti, le CDP, et lui parce que j'étais en campagne pour les élections avec le président Ouattara. Je sais que c'est un homme de conviction et un homme fidèle. Quand il s'engage, il veut aller jusqu'au bout. Et nous avons apprécié la manière dont il a été successivement ministre, le sérieux avec lequel il a conduit les ministères pour que les objectifs soient atteints et pour le bonheur du peuple ivoirien. C'est un grand regret pour nous de voir que une partie de notre génération s'en va. Il n'est pas le seul, mais il est l'une des personnes les mieux en vue parce qu'il est arrivé au poste de Premier ministre. On aurait voulu qu'il puisse montrer son savoir, son savoir-faire dans un esprit de réconciliation puisqu'il avait déjà amorcé. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et nous ne pouvons que prier Dieu Tout-Puissant pour qu'il allège le sol de la Côte d'Ivoire et la terre de la Côte d'Ivoire. Et prier Dieu Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son royaume paradisiaque. Que retenir de l'homme sur le plan social, amical et humain? Pour ses œuvres sociales, comme vous le connaissez, l'homme, je ne crois que je suis mal placé pour montrer à quel point il a un gros cœur. Mais les Ivoiriens, à tous les niveaux que ce soit, vous témoigneront que c'est un homme mécène. Il le fait sans compter. Il le fait parce que lui-même, peut-être dans sa trajectoire sociale, avait connu des difficultés. Donc, il était mieux placé pour comprendre ceux qui étaient dans le besoin. Et il n'hésitait pas à mettre la main dans la poche. Il vivait pour sa famille nucléaire, certes, mais il vivait également pour l'ensemble de ses militants de son parti ou des Ivoiriens qui étaient nécessairement dans le besoin. Et ça l'empêchait de dormir. On en a échangé plusieurs fois et je lui disais, mais écoute, est-ce que tu as encore une vie pour ta famille? Il dit, sa famille, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est des choses qui sont restées dans ma tête. Et les dernières fois que je l'ai rencontré,
alors qu'il était ministre de la Défense. Je suis ému et je préfère m'arrêter là. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, va aussi apporter son témoignage. Monsieur le Président, bonjour. À quelle occasion donc avez-vous, vous aussi, rencontré le Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko? En 2018, alors que nous étions tous les deux ministres de l'Intérieur de nos pays respectifs, c'était à l'occasion d'une rencontre sur la sécurité à Abidjan, présidée par le président Alassane Ouattara. Et nous avons eu une discussion, comme cela se passe, au cours de laquelle nous avons eu des échanges particulièrement intéressants. Et nous sommes restés toute la journée ensemble, nous avons déjeuné et c'est à cette occasion que nous avons fait connaissance l'un de l'autre, mais nous nous sommes comportés, lui et moi, comme si nous nous connaissions depuis toujours, parce que nous avons entendu parler de chacun d'entre nous depuis très longtemps et nous avons beaucoup d'amis communs. C'était quelqu'un d'extrêmement spontané et avec lequel le commerce est très facile et nous avons eu un contact qui s'est poursuivi jusqu'à malheureusement sa maladie et son décès. Quel est l'impact de la perte du Premier ministre sur le plan national et régional? En tout cas, c'est une perte à coup sûr pour la Côte d'Ivoire. C'était un homme qui avait un destin national. Il est déjà Premier ministre. Il n'est pas impossible, s'il était vivant, qu'il soit président de la République. Et à ce titre, il aurait dirigé un grand pays de l'Afrique de l'Ouest et il aurait été quelqu'un qui aurait fait avancer l'union, pour ainsi dire, l'unité de l'Afrique de l'Ouest, son intégration, parce qu'il a toutes les qualités à cet effet. Que retenez-vous de l'homme lors de vos rencontres? C'est sa spontanéité, la facilité avec laquelle lui et moi nous nous sommes familiarisés est tout à fait révélatrice de ce qu'il a de grandes qualités. Il en a une notamment qui est ce contact très facile qui lui permet d'entretenir des relations avec toutes sortes de personnes. Avec moi, évidemment, nous avons beaucoup de choses en commun que nous avons cultivées par la suite. Nous nous sommes rencontrés une seconde fois et c'était malheureusement la dernière fois. Et je me souviens, le premier jour de notre rencontre en 2018, il me disait, bon, pour toi, tu seras le prochain président de la République du Niger. Je lui ai dit, non, mais tu ne peux pas le dire. Je ne suis même pas candidat. Il me dit, oh, je sais de toute façon, tu seras le président du Niger, je te le dis. Et voilà, et la dernière fois, nous nous sommes parlé au téléphone, c'était à la veille de nos élections. Il m'avait salué, il m'avait encouragé et voilà, il a été, comme d'habitude, tout à fait spontané, généreux et bienveillant. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités d'avoir accepté de témoigner lors de cette émission Hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. On se quitte sur cette citation. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, puis l'énergie de le faire. D'Ahmed Bakayoko. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Prenez soin de vous.